Avant de commencer cette histoire bouleversante, abonne-toi à cette chaîne, laisse ton like et partage cette vidéo. Ce soutien est essentiel pour que d'autres puissent découvrir des récits aussi profonds et émouvants que celui que tu vas entendre maintenant. Prépare-toi à plonger dans une histoire d'amour, de perte et de secrets enfouis dans le silence du temps. 3 ans se sont écoulés depuis cette nuit glaciale où la voiture de Mark et Élise a quitté la route, plongeant dans le ravin comme si le destin lui-même avait voulu les séparer. Mark avait survécu, le corps brisé, mais surtout l'âme détruite. On n'avait jamais retrouvé le corps d'Élise, seulement son écharpe rouge, accrochée à une branche comme le dernier signe d'une vie envolée. Depuis ce jour, Mark vivait dans une maison silencieuse, hanté par les souvenirs d'un amour qu'il croyait à jamais perdu. Il travaillait sans passion, évitant les regards, fuyant les conversations, prisonnier de l'absence. Pourtant, chaque nuit, il rêvait d'elle, de sa voix, de son rire, comme si son cœur refusait d'accepter la vérité. Un matin d'hiver, alors que la neige recouvrait encore la ville, Mark reçut une lettre sans expéditeur. L'écriture lui sembla familière, tremblante, comme celle d'une main qu'il connaissait autrefois. En ouvrant l'enveloppe, il sentit son souffle se bloquer. À l'intérieur, il trouva une photo récente, montrant une femme dans un marché du sud de la France. Le visage était flou, mais ce regard, il l'aurait reconnu entre mille. C'était Élise. Ses doigts tremblaient, son cœur battait violemment, entre espoir et folie. Comment cela pouvait-il être possible? Pendant des jours, Mark ne pensa qu'à cette image. Il la regardait encore et encore, tentant de trouver une explication rationnelle. Peut-être une ressemblance, un jeu cruel du destin ou bien un mirage de son esprit fatigué. Mais quelque chose en lui, cette intuition qu'il n'avait jamais perdue, lui murmurait que c'était bien elle. Il décida alors de partir, de suivre la trace de cette photo, de se rendre dans ce village du sud où elle semblait vivre. Ce voyage allait réveiller toutes ses blessures, mais aussi une vérité qu'il n'était pas prêt à entendre. Sur la route, les souvenirs l'envahissaient. Leur promenade au bord du lac, les promesses chuchotées à la lumière des bougies, et ce dernier regard avant l'accident, mélange de peur et d'amour. Mark se sentait à la fois coupable et vivant pour la première fois depuis des années. Chaque kilomètre le rapprochait non seulement d'Élise, mais aussi de lui-même, de l'homme qu'il avait cessé d'être. Pourtant, une ombre l'accompagnait, une sensation étrange, comme si quelqu'un d'autre suivait ses pas, comme si cette quête n'était pas la sienne seule. Lorsqu'il arriva enfin dans le petit village de Saint-Rémy, le vent soufflait fort et les ruelles étaient presque désertes. Il marcha longtemps avant de trouver le marché, celui de la photo. Les odeurs de pain chaud, de fruits mûrs et de mer se mêlaient dans l'air. Mais Mark ne voyait rien d'autre que les visages, cherchant le sien, celui qu'il avait tant aimé. Puis, au détour d'un étal, son regard se figea. Là, à quelques mètres de lui, une femme déposait des fleurs sur un stand. Ses cheveux étaient plus longs, son allure plus fragile, mais son geste, sa manière de se tourner vers la lumière, c'était elle, Élise, vivante. Mark sentit le sol se dérober sous ses pieds. Son cœur battait si fort qu'il crut défaillir. Il voulut l'appeler, courir vers elle, mais quelque chose l'en empêcha. À côté d'elle, un homme apparut, posant une main protectrice sur son épaule. Elle sourit, un sourire doux, paisible, sans la moindre trace de douleur. Ce sourire que Mark n'avait plus vu depuis 3 ans, mais tourné vers un autre. L'image le frappa de plein fouet. Il recula, le souffle court, incapable de comprendre ce qu'il voyait. Était-elle vraiment en vie? Et si oui, pourquoi ne l'avait-elle jamais cherchée? Pourquoi avoir laissé tout le monde la croire morte? Mark resta immobile, dissimulé derrière un mur, observant celle qu'il avait pleurée des centaines de nuits. Elle riait, parlait, vivait une vie nouvelle. Rien ne semblait trahir le passé. C'est alors qu'il remarqua un détail. Sur sa main gauche brillait une bague, simple mais élégante. Elle était mariée.
Son cœur se serra davantage. Était-elle devenue une autre femme, ou fuyait-elle quelque chose? Dans ce moment suspendu entre réalité et cauchemar, Marc comprit que la vérité allait être bien plus cruelle que ce qu'il imaginait. Ce qu'il ignorait encore, c'est que ce voyage n'allait pas seulement lui révéler qu'Élise était vivante, mais qu'elle cachait un secret capable de bouleverser tout ce qu'il croyait savoir sur leur passé. Marc ne dormit pas cette nuit-là. L'image d'Élise, debout sur le marché, vivante, souriante, revenait sans cesse dans son esprit. Il revoyait ses mains, son regard, cette façon qu'elle avait de se pencher en riant, comme si le temps n'avait jamais passé. Pourtant, plus il repensait à cette scène, plus un vide l'envahissait. Pourquoi n'était-elle jamais revenue vers lui? Pourquoi l'avait-elle laissé seule dans ce gouffre de douleur pendant 3 longues années? Ces questions tournaient dans sa tête comme des couteaux. À l'aube, il prit la décision de la suivre discrètement, déterminé à découvrir la vérité sans se dévoiler. Il voulait comprendre avant d'affronter le choc un face-à-face que il redoutait autant qu'il espérait. Au matin, la ville s'éveillait lentement. Les ruelles s'emplissaient de voix, de bruits de pas, de vie. Marc observa Élise à distance, découvrant une femme différente. Elle vivait dans une petite maison près des falaises, simple mais pleine de lumière. Par la fenêtre, il aperçut des tableaux, des fleurs, des livres, tout ce qu'elle aimait autrefois. Et pourtant, tout semblait appartenir à une existence nouvelle. L'homme qu'il avait vu la veille sortit avec elle. Grand, aux yeux sombres, il semblait protecteur. Il parlait doucement, riait parfois. Marc sentit un mélange d'admiration et de colère. Était-ce son mari, un ami ou l'homme pour lequel elle l'avait oublié? Les jours suivants, Marc continua à l'observer, toujours dans l'ombre. Il apprit qu'elle travaillait dans une petite galerie d'art, qu'elle peignait de nouveau, qu'elle participait aux fêtes du village. Tout indiquait qu'elle avait recommencé à vivre, et pourtant, quelque chose ne collait pas. Chaque soir, à la même heure, Élise se rendait seule à la falaise, s'asseyait face à la mer et restait immobile pendant de longues minutes. Marc la voyait de loin, silhouette fragile face au vent, comme perdu dans une prière silencieuse. Ce rituel éveilla en lui une intuition étrange, un pressentiment qu'un mystère beaucoup plus profond entourait sa survie. Un après-midi, il décida d'entrer dans la galerie où elle travaillait. Il portait une écharpe pour dissimuler son visage et fit semblant de s'intéresser à une exposition. Lorsqu'il entendit sa voix derrière lui, son cœur se serra. Elle parlait doucement, expliquant à un visiteur la symbolique de ses peintures. Chaque mot réveillait en lui des souvenirs endormis. Il osa un regard discret. Elle semblait paisible, mais ses yeux, malgré la douceur, portaient une mélancolie qu'il connaissait trop bien. Une douleur cachée. Marc comprit alors qu'Élise portait encore quelque chose du passé, un secret qu'elle ne partageait avec personne. Le soir venu, il retourna à son hôtel, incapable de trouver le sommeil. L'image d'Élise sur la falaise le hantait. Il devait lui parler, mais comment? Il craignait de la blesser, de faire ressurgir un passé qu'elle avait choisi d'oublier. Pourtant, son instinct lui criait qu'elle n'avait pas disparu par hasard. Il décida alors de suivre la seule piste qu'il possédait, elle, homme à ses côtés. Il le suivit discrètement dans les rues jusqu'à ce qu'il le voie entrer dans un vieux bâtiment près du port. Une plaque indiquait « Docteur Antoine Delmas, clinique privée ». Marc sentit son sang se glacer. Un médecin? Était-ce lui qui l'avait sauvé après l'accident? Ou pire, était-ce lui qui l'avait caché? Cette nuit-là, Marc comprit qu'il venait de mettre le pied dans un labyrinthe dangereux. Derrière la paix apparente de cette petite ville se cachait une vérité que personne ne voulait voir. Et au cœur de cette vérité, il y avait Élise, la femme qu'il avait aimée, perdue, et retrouvée dans un monde où tout semblait à la fois familier et étranger. Il savait qu'à présent, il ne pouvait plus reculer. Le lendemain, il irait à cette clinique. Il allait découvrir ce qu'on lui avait caché pendant 3 longues années. Le lendemain matin, Marc se leva avec la sensation d'un poids sur la poitrine. Le vent marin soufflait contre les vitres de la petite chambre d'hôtel, comme pour lui rappeler qu'il n'avait plus le choix. Il devait affronter la vérité.
Après un rapide café, il prit la route vers la clinique du docteur Antoine Delmas. L'endroit se trouvait à la périphérie du village, entouré de pins et de silence. Un bâtiment ancien, à la façade claire, qui ne ressemblait pas à un hôpital, mais plutôt à une maison de repos. Marc entra sans se présenter, feignant d'être un visiteur. L'accueil était vide, l'air sentait l'éther et les fleurs fanées, tout semblait trop calme, presque étouffant. Ses pas résonnaient dans le couloir, son cœur battait fort, comme s'il allait être découvert à tout instant. Il s'arrêta devant une porte entr'ouverte. À l'intérieur, des dossiers médicaux étaient empilés sur un bureau. Sur la couverture de l'un d'eux, il lut un nom qui lui coupa le souffle. Élise Morel. Ses mains tremblèrent. Il ouvrit le dossier et découvrit des rapports médicaux datés d'il y a 3 ans, juste après l'accident. Le document mentionnait des blessures graves, une amnésie partielle, un traitement prolongé et surtout une note manuscrite signée du docteur Delmas. Ne pas révéler son identité avant stabilisation complète. Marc sentit son monde s'effondrer. Élise avait survécu. On l'avait caché. On l'avait soigné sans jamais le prévenir. Pourquoi? Qui avait pris cette décision? Une voix derrière lui le fit sursauter. « Puis-je vous aider, monsieur ?» C'était Antoine Delmas. Grand, calme, le regard pénétrant. Marc tenta de masquer sa nervosité. Il referma le dossier, le posa doucement sur le bureau et répondit qu'il cherchait un patient. Mais le médecin le fixait, comme s'il lisait à travers lui. Il semblait reconnaître quelque chose dans son visage. Après un long silence, il murmura « Je crois que nous devrions parler ailleurs. » Marc le suivit jusqu'à un petit bureau où la lumière filtrait à travers des rideaux épais. L'homme s'assit, croisa les mains et dit d'une voix grave « Je sais qui vous êtes, monsieur Lenoir. Vous ne devriez pas être ici. » Marc sentit la colère monter. Il demanda où était Élise, pourquoi elle n'avait jamais été ramenée à la vie qu'elle avait avant. Le médecin soupira. Elle a beaucoup souffert. Elle a perdu la mémoire après l'accident. Quand elle s'est réveillée, elle ne se souvenait de rien, ni de vous, ni de sa famille. Elle a recommencé à vivre ici, petit à petit. Marc avait du mal à respirer. Une amnésie. Était-ce possible? Tout à coup, tant de choses prenaient sens. Sa disparition, son silence, cette nouvelle existence. Mais une autre question le brûlait. Et maintenant? Elle se souvient? Le docteur détourna le regard. Non. Ou du moins, pas complètement. Mais certaines images reviennent, des cauchemars, des visages flous. Je crains que votre présence ne réveille des blessures que elle n'a, et pas prête à affronter. Marc resta figé, partagé entre espoir et peur. S'il la voyait, tout pouvait s'effondrer. Mais il ne pouvait pas repartir sans la vérité. Il demanda une dernière chose. L'homme qui vit avec elle, c'est vous? Le docteur ne répondit pas tout de suite. Puis, calmement, il dit « Je l'ai protégée. C'est tout. » Ces mots, simples en apparence, sonnèrent comme une confession. Marc quitta la clinique, le cœur en feu, le regard perdu. Il ne savait plus si Élise était la victime D, un mensonge, ou la complice D, un oubli. Sur le chemin du retour, le ciel s'assombrit, le vent se leva, comme si la nature elle-même voulait l'avertir. En s'approchant de la falaise, il aperçut Élise, encore une fois, seule face à la mer. Cette fois, il décida d'avancer. Lentement, il fit quelques pas vers elle. Le bruit de ses pas sur les pierres fit tourner sa tête. Et, dans ce moment suspendu, leurs regards se croisèrent pour la première fois depuis 3 ans. Le vent souffla entre eux, emportant le silence et le passé. Mais dans les yeux d'Élise, il n'y avait ni peur ni reconnaissance, seulement une question muette. « Qui êtes-vous » Le vent fouettait leur visage, soulevant les cheveux d'Élise comme un voile entre passé et présent. Marc resta immobile, incapable de prononcer un mot. Devant lui, la femme qu'il avait aimée, pleuré, cherché, le regardait sans le reconnaître. Son cœur se brisa une seconde fois. Elle semblait à la fois si proche et si étrangère. Ses yeux, autrefois remplis de chaleur, reflétaient maintenant la confusion.
Je suis désolé, monsieur, vous allez bien ?» demanda-t-elle d'une voix douce, sincèrement inquiète. Marc sentit ses jambes fléchir. Ces mots, cette voix qu'il connaissait mieux que la sienne, résonnaient dans l'air comme une mélodie oubliée. Mais il ne pouvait pas tout lui dire. Pas ici, pas comme ça. Il sourit faiblement et répondit simplement qu'il s'était égaré. Élise hocha la tête, lui offrit un regard bienveillant, puis reprit le chemin vers sa maison. Marc resta là, figé, le regard perdu dans la mer, submergé par un mélange de douleur et de soulagement. Elle était vivante, c'était bien réel, mais elle ne savait plus qui il était. Tout son amour, tout leur passé, effacé comme si le destin avait décidé de recommencer leur histoire à zéro. En le voyant ainsi dévasté, Antoine, le médecin, apparut au loin. Il s'approcha lentement, les mains dans les poches, le regard grave. « Vous voyez, je vous avais prévenu, dit-il calmement. Elle ne se souvient pas. Pour elle, vous êtes un étranger. » Marc serra les poings. « Alors pourquoi me l'avoir caché? Pourquoi m'avoir volé 3 ans de ma vie ?» Antoine le regarda longuement avant de répondre. « Parce que vous ne connaissez pas toute la vérité. » Ces mots restèrent suspendus dans l'air, lourds et tranchants. Antoine ajouta d'une voix plus basse, « L'accident n'était pas un simple accident. » Marc sentit un frisson parcourir son dos. Il voulut en savoir plus, mais le médecin se contenta de lui donner un regard chargé de secrets avant de partir. Cette phrase résonna dans l'esprit de Marc toute la nuit. Si l'accident n'avait pas été un hasard, que s'était-il réellement passé ce soir-là? Avait-on voulu les séparer? Et surtout, pourquoi Élise portait-elle encore cette peur silencieuse dans le regard? Le lendemain, Marc décida de retourner sur les lieux de l'accident. La route sinueuse au bord du ravin n'avait pas changé. Les traces du passé semblaient encore gravées dans la roche. Il se souvenait de tout. La pluie battante, le pneu qui éclate, la lumière aveuglante avant le choc. Mais maintenant, en regardant autour de lui, quelque chose le troubla. À quelques mètres de là, il remarqua une barrière brisée, trop propre, trop récente. Quelqu'un était revenu ici. Quelqu'un avait voulu effacer les traces. Et sur une pierre, partiellement recouverte de mousse, il découvrit un objet qu'il reconnut immédiatement. Le pendentif d'Élise, celui qu'il lui avait offert le soir de leur fiançailles. Il le prit dans sa main tremblante. Ce bijou n'avait pas pu rester là pendant 3 ans sans que personne ne le voie. Quelqu'un l'avait remis récemment. De retour au village, Marc décida de tout noter, de relier chaque détail. Il n'était plus seulement un homme amoureux, il était un homme en quête de vérité, et plus il avançait, plus il sentait que cette histoire dépassait tout ce qu'il imaginait. Derrière l'accident, derrière la disparition d'Élise, il y avait une main cachée. Et cette main, il allait la découvrir, quitte à plonger dans les zones les plus sombres du passé. Ce soir-là, alors qu'il écrivait ses pensées dans un carnet, un bruit léger se fit entendre à la fenêtre. Marc se leva, ouvrit les volets et vit posée sur le rebord une enveloppe blanche. À l'intérieur, une simple phrase, écrite d'une écriture qu'il reconnaîtrait entre mille. « Arrête de chercher, tu n'es pas en sécurité. » Marc resta un long moment immobile, la lettre à la main, le souffle coupé. Les mots semblaient flotter devant ses yeux comme une menace silencieuse. « Tu n'es pas en sécurité. » Qui pouvait savoir qu'il enquêtait? Et surtout, comment cette personne connaissait son adresse? La peur s'immisça en lui, froide et insidieuse, mais il la repoussa aussitôt. Trop de mystères entouraient la disparition d'Élise pour qu'il recule maintenant. Il rangea l'enveloppe dans son manteau et sortit dans la nuit. Le village, d'habitude si paisible, paraissait soudain hostile. Les lampadaires vacillaient, le vent gémissait entre les maisons, et Marc avait cette sensation étrange d'être observé. Chaque pas résonnait comme une alerte. Pourtant, il continua d'avancer, attiré par un instinct qu'il ne comprenait pas encore. Il se rendit jusqu'à la maison d'Élise. Les lumières étaient éteintes, seules quelques ombres bougeaient derrière les rideaux. Marc s'approcha discrètement et aperçut Antoine dans le salon, assis, une main sur le front. Il semblait inquiet, presque tourmenté. Élise dormait sur le canapé, enveloppée dans une couverture.
Son visage paraissait apaisé, mais son sommeil n'était pas tranquille. Elle se crispait par moments, murmurant des mots incompréhensibles. Marc sentit une vague de tendresse l'envahir. Même dans l'oubli, son âme semblait lutter. Il resta là quelques minutes, puis fit demi-tour, décidé à découvrir qui lui avait envoyé cette lettre. Le lendemain matin, il se rendit à la poste du village, prétendant vouloir identifier l'expéditeur d'une correspondance reçue par erreur. La guichetière, une femme âgée au regard perçant, fronça les sourcils. « Ce n'est pas la première fois qu'on envoie ce genre de lettres ici, dit-elle. Des enveloppes sans nom, toujours écrites à la même main. La police en a parlé il y a 2 ans, mais personne n'a jamais trouvé d'auteur. 2 ans, donc bien après l'accident. » Marc sentit son cœur se serrer. Quelqu'un surveillait Élise depuis tout ce temps, peut-être même depuis qu'elle vivait là. Plus tard dans la journée, alors qu'il errait dans les ruelles, il entra dans un petit café. À une table isolée, une vieille femme leva les yeux vers lui. Elle semblait l'attendre. Ses mains tremblaient légèrement, mais son regard était vif. « Vous êtes l'homme de la falaise, n'est-ce pas? Celui qui regarde la jeune femme chaque soir ?» Marc se figea, incapable de répondre. La femme poursuivit, d'une voix basse. « Je la connais, moi aussi. Je sais ce qu'on lui a fait. » Ces mots suffirent à le faire s'asseoir en face d'elle. Elle se présenta comme Madeleine, ancienne infirmière à la clinique du docteur Delmas. Ses yeux brillaient d'une étrange intensité. « Ce n'était pas un accident, monsieur Lenoir. Cette nuit-là, on voulait la faire taire. » Marc sentit le sol se dérober sous ses pieds. Madeleine raconta qu'avant l'accident, Élise travaillait sur un projet artistique lié à un mécène influent de la région. Elle avait découvert quelque chose, un secret dangereux, et voulait tout révéler. Mais avant qu'elle n'en ait le temps, sa voiture avait plongé dans le ravin. Elle devait mourir ce soir-là, murmura Madeleine, mais quelqu'un l'a sauvée en secret, et depuis, elle vit dans l'ombre de sa propre histoire. Marc comprit alors que la vérité dépassait le simple drame amoureux. Élise avait été victime d'un complot. Quand il quitta le café, la pluie commençait à tomber. Chaque goutte semblait peser comme un avertissement. Il ne pouvait plus fuir. S'il voulait sauver Élise une seconde fois, il devait découvrir ce qu'elle savait avant que ceux qui avaient voulu la faire disparaître ne reviennent terminer ce qu'ils avaient commencé. Cette nuit-là, Marc ne ferma pas l'œil. Les paroles de Madeleine résonnaient dans sa tête comme un écho impossible à faire taire. Elle devait mourir ce soir-là. Chaque mot ravivait le souvenir de l'accident, mais désormais, tout prenait un sens nouveau. Ce n'était pas la fatalité, c'était une mise en scène. Quelqu'un avait voulu effacer Élise. Mais pourquoi? Qu'avait-elle découvert de si grave pour qu'on cherche à la faire taire? Marc décida de retourner à la clinique, bien qu'il sache le risque. Si Antoine cachait quelque chose, il devait le confronter, ou du moins trouver une preuve. Le vent soufflait fort, la lune filtrait à travers les nuages. Il attendit que la nuit soit bien avancée avant de s'introduire dans le bâtiment silencieux. Les couloirs semblaient plus sombres qu'avant. L'odeur de désinfectant se mêlait à celle de la peur. Marc avança sans bruit, éclairé seulement par la lueur de son téléphone. Il trouva le bureau du docteur Delmas fermé à clé, mais une fenêtre légèrement entr'ouverte lui permit d'y entrer. Sur le bureau, plusieurs dossiers étaient ouverts, des photos, des ordonnances et surtout un enregistrement audio resté dans un magnétophone ancien. Il appuya sur le bouton et une voix familière s'éleva dans la pièce. C'était celle d'Élise. « Je me souviens de la lumière, du choc et de lui. Je crois qu'il était là, mais je ne sais plus qui il est. On me dit que je dois oublier, que c'est mieux pour moi. » Puis la voix d'Antoine répondit, calme, autoritaire, « Ne cherche plus, Élise. Ce passé ne t'apportera que de la douleur. » Marc sentit sa gorge se serrer. Antoine n'avait pas seulement soigné Élise, il avait influencé sa mémoire, dirigé son oubli. Soudain, un bruit de pas résonna dans le couloir. Marc coupa l'enregistreur et se cacha derrière la porte. La poignée tourna lentement. La lumière s'alluma. Antoine entra, visiblement nerveux, un téléphone à la main.
Il parlait à quelqu'un d'une voix basse mais pressée. « Oui, il est ici. Il cherche. Non, elle ne sait rien. Mais s'il continue, il faudra agir. » Le ton de cette phrase glaça Marc. Il attendit que le médecin reparte avant de sortir à son tour, le cœur battant à tout rompre. Il savait maintenant qu'Antoine n'était pas le sauveur qu'il prétendait être. Il protégeait Élise. Oui, mais contre qui? Et à quel prix? Au petit matin, Marc rejoignit Madeleine pour lui faire écouter l'enregistrement. La vieille femme pâlit. « Je le savais, » murmura-t-elle. « Il contrôle tout depuis le début. Il prétend la protéger, mais c'est lui qui l'a enfermée dans ce mensonge. » Ensemble, ils décidèrent de chercher d'anciens dossiers de patients qui auraient pu confirmer la manipulation d'Antoine. Mais en arrivant à la clinique, ils découvrirent les lieux bouclés, les lumières éteintes. Antoine avait disparu, et Élise aussi. Paniqué, Marc courut jusqu'à la maison d'Élise. Les volets étaient ouverts, la porte entr'ouverte, la couverture qu'elle utilisait sur le canapé abandonné au sol. Sur la table, une seule feuille. « Ne me cherche pas, je dois comprendre seul. » L'écriture était hésitante, tremblante, comme celle d'une personne perdue entre deux réalités. Marc comprit que tout recommençait. Elle fuyait encore, cette fois consciente de son propre passé. Mais où allait-elle? Et surtout, qui l'avait poussée à partir? Alors qu'il sortait dans la rue, un bruit de moteur attira son attention. Une voiture noire démarra brusquement au coin de la route, disparaissant dans la brume du matin. Sur le sol, un foulard rouge tomba par la fenêtre, le même que Élise portait la nuit de l'accident. Marc le ramassa, le serra contre lui. La partie venait de changer. Il n'était plus un simple spectateur d'un drame d'amour. Il entrait désormais dans une chasse à la vérité, où chaque pas pouvait le conduire droit dans le piège de ceux qui avaient juré de ne jamais laisser la vérité éclater. Le lendemain, Marc décida de ne plus attendre. Il devait retrouver Élise avant qu'il ne soit trop tard. Ses recherches le menèrent jusqu'à un petit village côtier, un endroit isolé où la mer frappait contre les rochers comme pour effacer les traces du passé. Là, on lui dit qu'une femme ressemblant à Élise avait loué une chambre sous un faux nom. Il sentit son cœur s'emballer. Il prit la route, le vent fouettant son visage, guidé seulement par la peur et l'espoir. Lorsqu'il arriva, la pension semblait abandonnée, silencieuse. À travers la fenêtre, il aperçut une silhouette, Élise, assise devant un miroir, le regard vide. Il entra doucement, craignant de l'effrayer, mais lorsqu'elle se tourna vers lui, il sut que quelque chose avait changé. Ses yeux n'étaient plus ceux de la femme qu'il avait connue. C'était comme si une partie d'elle s'était éteinte, remplacée par un calme inquiétant. « Tu ne devrais pas être ici, Marc, » dit-elle d'une voix basse. « Je me souviens de tout maintenant, et je comprends pourquoi il voulait que j'oublie. » Il s'approcha, essayant de la convaincre de lui faire confiance, mais elle recula. « Ce que j'ai découvert dépasse tout ce qu'on imaginait. Ce n'était pas un accident, c'était une expérience. Nous étions les cobayes d'un projet. » Marc sentit un frisson le parcourir. Élise sortit un dossier jauni de son sac. Dedans, des photos d'eux à l'hôpital, des notes médicales, des codes et la signature d'Antoine Delmas. Il testait un protocole sur la mémoire. Il voulait prouver qu'on pouvait effacer la douleur, mais en échange, il effaçait aussi ce qu'on était. Le choc fut brutal. Marc comprit que tout ce qu'ils avaient vécu, l'accident, la confusion, la fuite, faisait partie d'un plan bien plus grand. Antoine n'était pas seul. Derrière lui, il y avait une organisation, des financements, des noms dissimulés. Et Élise, en retrouvant ses souvenirs, était devenue un danger pour eux. « C'est pour ça qu'ils m'ont suivi, dit-elle. Ce n'était pas pour m'aider, c'était pour me faire taire. » Marc voulut la protéger, la convaincre de fuir avec lui, mais elle posa sa main sur son bras, ferme. « Si on fuit, ils gagneront encore. Il faut exposer la vérité. » Sa voix tremblait, mais son regard brûlait d'une détermination nouvelle. Soudain, un coup de feu éclata à l'extérieur. La vitre vola en éclats, et Marc se jeta sur Élise pour la couvrir. Des pas approchaient, des silhouettes sombres avançaient dans la brume.
Marc attrapa la clé de la chambre et la fit passer par la fenêtre arrière. « Cours !» cria-t-il. Élise hésita, puis s'élança dans la ruelle, disparaissant dans la nuit. Quand Marc se retourna, la porte céda sous la pression. 2 hommes masqués entrèrent, armés. L'un d'eux frappa Marc violemment à la tête. Avant de perdre connaissance, il entendit une voix au téléphone. « On a retrouvé le journaliste. L'autre s'est échappé. » Lorsqu'il se réveilla, il était ligoté dans un laboratoire. Des machines bourdonnaient autour de lui. Des écrans affichaient des données médicales. Antoine apparut, calme, presque triste. « Tu ne comprends pas, Marc. Ce que nous faisons ici sauvera des vies. Oubliez, c'est une bénédiction. » Marc serra les dents. « Tu as détruit des vies, Antoine. Tu as volé leur mémoire, leur identité. » Le médecin soupira. La vérité n'a jamais rendu personne heureux. Il s'approcha avec une seringue. Marc tenta de se débattre, mais les liens étaient trop serrés. Juste avant que l'aiguille ne touche sa peau, une alarme retentit. Antoine se retourna. Non, elle est revenue. Élise venait d'entrer, déterminée, tenant dans ses mains les dossiers qu'elle avait volés. « Finis ton mensonge, Antoine. Tout est ici. Les preuves, les noms, les victimes, tu ne feras plus de mal à personne. » La tension était insoutenable. Antoine, acculé, tenta un dernier geste désespéré, mais Marc réussit à se libérer et à le désarmer. Dans la lutte, les machines explosèrent, les lumières s'éteignirent. Quand le silence retomba, Antoine gisait au sol, blessé, et Élise pleurait, épuisée, tenant la main de Marc. À l'aube, la police arriva. Les dossiers furent remis aux autorités. L'affaire fit scandale. Antoine fut arrêté, mais son réseau restait flou, invisible. Élise et Marc, marqués à jamais, décidèrent de quitter la ville. Ils ne savaient pas si la paix reviendrait, mais au moins, ils avaient récupéré la seule chose qu'on leur avait volée, la vérité. Et quelque part, dans le fracas des vagues, Marc sentit que la mémoire d'Élise, cette mémoire que on avait voulu effacer, venait enfin de renaître. Quelques semaines après l'arrestation d'Antoine, la tempête médiatique éclata. Les journaux titraient sur le scandale du siècle. Des patients utilisés comme sujet de expérience pour manipuler la mémoire. Élise et Marc furent appelés à témoigner, mais la peur ne les quittait pas. Chaque nuit, Élise faisait le même cauchemar, une main la tirant dans l'eau, un visage qu'elle ne reconnaissait pas, mais qui murmurait son nom. Marc tentait de la rassurer, mais au fond, lui aussi sentait qu'il n'était pas encore libre. Quelqu'un d'autre tirait les ficelles. Une ombre plus ancienne, plus puissante, observait dans le silence. Un matin, Élise reçut une enveloppe sans expéditeur. À l'intérieur, une photo d'elle enfant, accompagnée de un mot écrit à la main. « Tu étais déjà à nous bien avant l'accident. » Le choc fut immense. Marc lut la lettre, incrédule. Comment quelqu'un pouvait-il connaître son passé à ce point? Élise se souvenait de très peu de choses avant ses 10 ans. Ses parents étaient morts dans un incendie et elle avait été adoptée. Mais le doute s'installa. Et si ce que elle croyait savoir de sa propre vie était qu'un autre mensonge, elle décida de retourner dans son ancien orphelinat à Lyon. Les couloirs sentèrent la poussière et les secrets. Une vieille religieuse la reconnut immédiatement. « Élise, je pensais que tu étais morte. » Sa voix tremblait. Dans le bureau, elle sortit un vieux dossier d'archives. « Tu n'étais pas une orpheline comme les autres, tu faisais partie d'un programme spécial. Les médecins venaient te voir souvent. » Élise sentit son souffle se couper. À l'intérieur du dossier, un nom revenait sans cesse, Projet Écho, et parmi les signatures, celle d'Antoine Delmas, mais aussi celle d'un autre homme, Dr Henri Morel. Ce nom réveilla en Marc un souvenir douloureux. C était celui du directeur du centre de recherche où il avait travaillé brièvement avant l'accident. Il comprit alors que tout était lié. Antoine n'avait été qu'un pion. Le véritable maître du jeu était Henri Morel, disparu depuis des années. Ils décidèrent de chercher des traces de lui.
Leurs recherches les menèrent à Genève, où un laboratoire secret appartenant à une fondation caritative servait en réalité de couverture. Quand ils arrivèrent, tout semblait désert. Mais Élise sentit une présence. Dans une pièce reculée, un enregistrement tournait en boucle. Des vidéos d'elle, enfant attachée à des machines, répétant des phrases qu'on lui imposait. Marc, bouleversé, coupa le son. Puis, une voix retentit derrière eux. « Je vois que vous avez retrouvé vos racines, Élise. » C'était Henri Morel, plus vieux, plus froid, mais toujours avec ce même regard de prédateur. « Tu étais notre réussite la plus pure. Ton cerveau a survécu à tout. Tu étais censé oublier pour mieux recommencer. Mais tu t'es souvenu, et maintenant, tu dois être effacé. » Élise recula, terrifiée, mais déterminée. « Je ne fuirai plus. » Marc se plaça devant elle. Morel leva un petit appareil, une télécommande reliée à un boîtier implanté sous la peau d'Élise. Marc le comprit en voyant la douleur dans ses yeux. « Il peut activer une impulsion, dit-elle. Il contrôle ma mémoire. » Morel sourit. Une simple pression et tout ce que tu crois être disparaît. Mais Élise, dans un dernier élan de courage, sortit un petit disque dur de sa poche. « Avant de venir ici, j'ai tout envoyé à la presse. Tu as déjà perdu. » Le visage de Morel se déforma de rage. Il appuya sur le bouton, mais rien ne se produisit. Marc, pendant la diversion, avait arraché les câbles du boîtier. Une alarme retentit dans tout le bâtiment. Des agents de la police suisse, alertés par les fichiers divulgués, faisaient irruption. Henri Morel tenta de s'échapper, mais fut arrêté. Élise, épuisée, tomba dans les bras de Marc. « C'est fini ?» demanda-t-elle en pleurant. Marc la serra contre lui. « Non, mais on vient de reprendre nos vies. » Dehors, le soleil se levait sur les montagnes. Après des années de mensonges, la vérité sortait enfin de l'ombre. Élise savait que le monde allait la regarder différemment, non pas comme une victime, mais comme une survivante. Et quelque part, dans le vent froid de Genève, elle sentit la paix approcher, celle qu'aucun souvenir volé ne pouvait effacer. Les jours qui suivirent l'arrestation d'Henri Morel furent marqués par un étrange silence. Élise et Marc, hébergés sous protection policière, tentaient de reprendre leur souffle. Mais même dans le calme, les cauchemars d'Élise persistaient. Chaque nuit, elle voyait une femme lui tendre la main dans une chambre en feu, murmurant « Ne les laisse pas te prendre ». Ces mots résonnaient en elle comme un écho venu d'un passé que Nelne avait jamais pu comprendre. Marc, inquiet, l'encourageait à consulter un neurologue, pensant que ses visions étaient des réminiscences du traumatisme. Pourtant, au fond d'elle, Élise sentait que c'était bien plus qu'un simple souvenir altéré. Un matin, alors qu'elle feuilletait un dossier retrouvé parmi les archives de Morel, une feuille attira son attention. Un certificat de naissance partiellement effacé. Le nom de la mère était illisible, mais celui du père fit battre son cœur à toute allure. Henri Morel. Ses mains tremblaient. Elle recula, le souffle court. Était-ce possible ? L'homme qui l'avait utilisé comme un cobaye, qui avait détruit sa mémoire, était peut-être son propre père. Marc la rejoignit, choqué à son tour. Mais au bas de la page, une annotation manuscrite semblait contredire tout. Sujet 01, filiation biologique non confirmée. Matrice E, Lenoir. Ce nom, Lenoir, elle l'avait déjà entendu. C'était le nom d'une infirmière mentionnée dans les dossiers d'expérimentation. Ils décidèrent de retrouver cette femme, espérant qu'elle soit encore en vie. Après plusieurs appels, ils découvrirent qu'Élodie Lenoir vivait recluse dans une petite maison au sud de la France. Lorsqu'ils se présentèrent, elle ouvrit la porte avec prudence. En voyant Élise, ses yeux se remplirent de larmes. « Je t'attendais », murmura-t-elle. À l'intérieur, les murs étaient couverts de photos d'enfants, de documents médicaux et de coupures de journaux sur le projet ECHO. Tu n'étais pas seulement une victime, Élise. Tu étais l'enfant que j'ai essayé de sauver. Élodie raconta tout. Elle travaillait avec Morel depuis le début, croyant que le programme visait à soigner les traumatismes infantiles. Mais elle avait vite découvert la vérité.
Il utilisait des embryons génétiquement modifiés pour créer des enfants capables de résister à la manipulation de la mémoire. Élise était le premier sujet né de cette expérimentation. Lorsqu'Élodie comprit l'horreur de ce qu'il faisait, elle tenta de la soustraire au projet, simulant un incendie pour la faire disparaître. C'est elle qui l'avait confiée à l'orphelinat, espérant qu'elle échappe à leur contrôle. Élise pleurait silencieusement. Elle comprenait enfin pourquoi sa vie avait toujours semblé brisée, pourquoi elle ressentait des absences, des fissures dans ses souvenirs. Elle n'avait jamais eu de passé normal. Marc, bouleversé, la serra contre lui. Mais Élodie n'avait pas fini. « Ce que tu as fait à Genève a tout changé. D'autres enfants ont été créés après toi. Certains ont grandi. Et tous te cherchent. » Élise sentit un frisson glacé. « Tu veux dire qu'ils sont encore là ?» La vieille femme hocha la tête. « Ils veulent comprendre pourquoi toi, tu t'es souvenu. Tu es la clé, Élise. » À ce moment, un bruit sourd retentit dehors. Une voiture venait de s'arrêter devant la maison. Marc se précipita à la fenêtre, apercevant deux silhouettes vêtues de noir. « Ils nous ont retrouvés, » dit-il à voix basse. Élodie leur tendit une clé. « Sortez par la porte du fond. Le reste, je m'en occupe. » Élise hésita, mais la vieille femme insista. Alors qu'ils s'enfuyaient par le jardin, des coups de feu éclatèrent. Marc tira Élise vers la forêt. Derrière eux, la maison prit feu. En courant, Élise sentit un mélange d'effroi et de force nouvelle. Elle venait de perdre une seconde mère, mais cette fois, elle n'était plus une proie. Elle savait désormais qui elle était, et surtout, ce qu'ils avaient fait d'elle. Dans le regard de Marc, elle lut une promesse. Quoi qu'il arrive, ils iraient jusqu'au bout. Le passé n'allait plus les définir. C'était à eux désormais d'écrire la suite. La fuite vers le sud se transforma en une longue cavale. Marc et Élise se réfugièrent dans un vieux motel près des falaises, où le vent hurlait comme un avertissement. Ils ne parlaient presque pas. Les flammes de la maison d'Élodie hantaient encore leurs esprits, et le souvenir de ces derniers mots les poursuivait. « D'autres enfants ont grandi. » Une phrase qui résonnait comme une prophétie. Cette nuit-là, Élise se réveilla en sursaut. Elle avait entendu une voix dans sa tête, douce mais menaçante. « On t'attendait, sœur. » Elle se leva brusquement, scrutant l'obscurité. Marc dormait encore, ignorant que quelque chose venait de changer. Le lendemain, ils décidèrent de contacter la police, mais leur signalement avait déjà été falsifié. Dans les bases de données, ils apparaissaient comme fugitifs recherchés pour complicité d'expérimentation illégale. Morel avait encore des alliés puissants. Coincés, ils n'avaient d'autre choix que de continuer à fuir. Sur la route, Élise sentit une douleur aiguë à la tête, suivie d'un flash. Un couloir blanc, des enfants en rang, un garçon aux yeux gris lui tendant la main. « Je m'appelle Adrien. » Ce souvenir, enfoui depuis des années, refit surface brutalement. Adrien, l'un des autres enfants du projet. Elle savait maintenant qu'il existait et qu'il la cherchait. 2 jours plus tard, alors qu'ils s'arrêtaient dans une station-service isolée, Marc sentit qu'ils étaient suivis. Il fit signe à Élise de monter dans la voiture et démarra aussitôt. À travers le rétroviseur, une moto noire les poursuivait. La tension monta. Après plusieurs kilomètres de course, la moto réussit à les bloquer sur un chemin désert. Le conducteur retira son casque. C'était un jeune homme, à peine plus âgé qu'Élise, avec ce regard métallique qu'elle avait vu en rêve. « Tu n'as pas changé, » dit-il calmement. Marc tenta de s'interposer, mais Adrien leva la main. « Je ne veux pas te faire de mal, mais tu dois venir avec moi. Ils t'attendent. » Élise resta figée. « Qui, il ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. Adrien sourit tristement. « Ceux qui ont survécu. On a tous été marqués, Élise. Mais toi, tu as quelque chose qu'on nous a pris, la mémoire complète. Tu détiens la clé pour inverser ce qu'ils nous ont fait. » Marc, méfiant, serra le poing. « Et pourquoi devrions-nous te croire ?» Adrien le fixa imperturbable. « Parce qu'ils ne veulent pas te tuer, ils veulent qu'elle oublie à nouveau. Et moi, je refuse qu'elle perde une seconde fois qui elle est. » Le vent se leva, emportant la poussière et les doutes.
Adrien proposa de les conduire dans un refuge, un ancien monastère transformé en abri pour ceux du projet ECHO. Malgré la peur, Élise accepta. Sur la route, Adrien raconta tout. Après la chute de Morel, d'autres scientifiques avaient continué les expériences en secret, cherchant à exploiter leurs capacités cognitives. Les « enfants ECHO » avaient été dispersés à travers l'Europe, surveillés, endormis par des implants de contrôle. Lui-même avait réussi à désactiver le sien grâce à un code trouvé dans les données d'Élise. Lorsqu'ils arrivèrent au monastère, la tension monta encore. Le lieu était froid, silencieux, éclairé seulement par des bougies. Plusieurs jeunes hommes et femmes les observaient, leurs visages marqués par la peur et la fatigue. Élise sentit une étrange familiarité. Adrien la présenta. « Voici Élise, la première d'entre nous, celle qui s'est souvenue. » Un murmure parcourut la salle. Certains semblaient la craindre, d'autres la vénéraient. L'une des filles, au regard dur, s'avança. « Si tu es vraiment celle qu'on dit, alors prouve-le. » Élise ferma les yeux. Des images envahirent son esprit, des souvenirs partagés, des fragments de leur vie connectés. Quand elle rouvrit les yeux, la fille tomba à genoux. « C'est vrai, elle se souvient de nous tous. » Marc la regardait bouleversé. Il comprenait maintenant que la mémoire de Élise N n'était pas que un fardeau, C.E. était une arme, une lumière dans l'obscurité. Mais dans cette révélation, un danger nouveau s'annonçait. Adrien se pencha vers elle et murmura « Celui qui nous a créés, Nen, est pas mort, Élise. Morel n'était qu'un instrument. Le vrai maître du projet vient de se réveiller. » Une peur glaciale traversa Élise. Son combat venait à peine de commencer. Le silence du monastère pesait comme une menace. Cette nuit-là, Élise ne trouva pas le sommeil. Les paroles d'Adrien tournaient dans son esprit. Le vrai maître du projet vient de se réveiller. Qui pouvait être plus puissant qu'Henri Morel? Marc, allongé près d'elle, essayait de la rassurer, mais ses yeux trahissaient la peur. Il savait que chaque vérité découverte jusque-là n'avait fait qu'en cacher une plus grande. Au petit matin, Adrien convoqua tout le groupe dans la salle principale. Une carte du monde s'étalait sur la table, couverte de points rouges. « Ce sont les sites actifs du projet ECHO », expliqua-t-il. « Et celui que nous cherchons se cache derrière une fondation appelée Aeternis, dirigée par un homme qu'on croyait mort depuis 30 ans, le docteur Léonard Volcan. » Élise sentit un frisson parcourir son dos. Ce nom figurait sur les tout premiers dossiers qu'Élodie Lenoir avait conservés. Volcan était le fondateur du projet. Elle, homme qui avait conçu, elle, idée de manipuler la mémoire pour créer une humanité parfaite, sans douleur, sans souvenir inutile. C'était lui, le véritable architecte de leur malédiction. Adrien montra un point sur la carte. Une île au large de la Croatie, propriété privée, interdite d'accès. C'est là-bas qu'il prépare la dernière phase. Une mise à jour complète de nos implants. Si elle est activée, tout ce que tu as retrouvé disparaîtra, Élise. Le plan paraissait fou, mais il n'avait pas d'autre choix. Marc proposa de contacter la presse internationale, mais Adrien secoua la tête. Trop risqué, il nous traque déjà. Si nous voulons arrêter Volcan, il faut le faire de l'intérieur. Le groupe se prépara à partir, des visages jeunes mais marqués par la peur. Chacun savait que ce voyage serait peut-être le dernier. Avant de quitter le monastère, Élise regarda les pierres froides autour d'elle et murmura une prière silencieuse pour Élodie. « Je terminerai ce que tu as commencé. » Le voyage jusqu'à l'île dura 3 jours. Entre montagnes, mers et routes abandonnées, chaque instant semblait voler entre 2 battements de cœur. Marc observait Élise, admirant sa force nouvelle. Elle n'était plus la femme fragile qu'il avait retrouvée dans un village perdu. Elle portait désormais en elle la mémoire de tous ceux qu'on avait voulu effacer. Quand enfin ils aperçurent l'île, une forteresse moderne se dessinait à l'horizon, entourée de hautes falaises. Des drones patrouillaient au-dessus, et une seule route menait à un port désert. La nuit,
Ils pénétrèrent dans le complexe par un ancien tunnel de maintenance. L'air y était lourd, saturé de métal et de peur. Au bout du couloir, un immense laboratoire s'étendait, éclairé par la lueur bleutée d'écran. Et au centre, un homme, immobile, les attendait. Ses cheveux blancs, son regard perçant. Léonard Volcan. « Bienvenue à la maison, mes enfants », dit-il d'une voix glaciale. Élise sentit son cœur se serrer. « Pourquoi nous avoir fait ça ?» demanda-t-elle. Volcan sourit faiblement. « Parce que l'humanité n'a jamais su supporter la douleur. Je vous ai créé pour la transcender. Mais toi, Élise, tu as brisé le cycle. Tu es devenue une anomalie. » Adrien s'avança, furieux. « Tu as détruit nos vies. » Volcan leva la main, et aussitôt, Adrien s'effondra, paralysé. Une onde électrique parcourut la salle. « Je contrôle chacun de vous, » dit-il calmement. « Sauf toi, Élise. Tu es libre, et c'est pour ça que tu es dangereuse. » Marc tenta de l'attaquer, mais un champ de force invisible le repoussa contre le mur. Élise, tremblante mais déterminée, avança seule. « Tu dis vouloir sauver le monde, mais tout ce que tu as fait, c'est le détruire. » Volcan la regarda longuement, puis tendit un petit boîtier métallique. « Si tu veux vraiment libérer les autres, appuie ici. Mais sache que cela les effacera définitivement. Ils oublieront tout, y compris toi. » Le dilemme fut atroce. Marc cria son nom. Adrien la supplia de ne pas céder. Les lumières clignotèrent, des alarmes retentirent. Élise sentit ses larmes couler. Devait-elle sacrifier la mémoire de tous pour les sauver d'un contrôle éternel? Dans un cri, elle leva la main et frappa le boîtier au sol. Une explosion de lumière envahit la pièce. Volcan hurla, les machines s'éteignirent, les implants cessèrent d'émettre. Puis, le silence. Quand Élise rouvrit les yeux, Marc était à ses côtés. Adrien respirait à nouveau, libre. Mais tout autour, les écrans affichaient un dernier message signé de Volcan. « Tu as libéré leurs esprits, mais as-tu libéré le tien? Abonnez-vous à cette chaîne, laissez un like et partagez cette histoire, car ce que vous allez entendre aujourd'hui dépasse tout ce qu'un cœur humain peut supporter. » 3 ans se sont écoulés depuis cette nuit tragique, depuis cet accident qui a brisé la vie de Marc. Le silence s'était installé dans sa maison comme un écho de la perte qu'il refusait encore d'accepter. Chaque matin, il posait la main sur la photo d'Élise, sa femme, et murmurait son nom, comme si, quelque part, elle pouvait encore l'entendre. Le monde avait continué de tourner, mais pour lui, le temps s'était arrêté à ce 14 mars, à la pluie, au fracas du métal, au dernier cri. On lui avait dit qu'elle n'avait pas survécu, qu'aucune chance ne restait, et il avait dû enterrer un cercueil qu'il n'avait jamais ouvert. Pourtant, au fond de lui, quelque chose n'avait jamais cessé de brûler. Une intuition, une lumière fragile, un sentiment que tout n'était pas fini. 3 ans après, alors qu'il marchait dans les rues de Lyon, un vent d'hiver lui fouettant le visage, il s'arrêta brusquement devant une vitrine. Ses yeux se figèrent. Là, derrière la vitre d'une petite librairie, une silhouette tourna la tête. Son cœur se serra. Il la vit. Les mêmes cheveux, la même démarche. Élise. Son souffle se coupa. Pendant une seconde, le monde entier sembla disparaître. Il resta immobile, incapable de bouger, croyant devenir fou. Mais elle était là, bien réelle, en train de ranger des livres, concentrée, vivante. Marc sentit ses jambes trembler. Des souvenirs envahirent son esprit, des éclats de rire, des promesses, des nuits passées à rêver d'un avenir qu'on leur avait volé. Il entra dans la librairie, le cœur battant à tout rompre. Chaque pas résonnait comme un tambour, mais quand il s'approcha, elle leva les yeux vers lui et son regard ne le reconnut pas. Aucune émotion, aucune trace de souvenir. Elle le fixa poliment, comme un inconnu. Marc sentit un vide immense l'envahir. Était-ce possible? Était-ce vraiment elle? Ou une illusion née de sa douleur? Il tenta de parler, mais sa voix resta coincée dans sa gorge. Le parfum de la boutique, la chaleur douce, tout contrastait avec le froid glacial qu'il sentait à l'intérieur.
Il balbutia quelques mots en français, hésitant, juste pour entendre sa voix. Elle répondit calmement, d'un ton doux, professionnel. Oui, c'était bien sa voix. Mais elle se présenta sous un autre nom. Claire. Elle disait vivre à Lyon depuis 2 ans, ne se souvenant pas d'un passé avant cela. Marc, bouleversé, sortit précipitamment, le cœur en morceaux. Sur le trottoir, il respira difficilement. Il n'était pas fou, elle était en vie. Mais pourquoi ne se souvenait-elle de rien? Et surtout, qui voulait qu'elle oublie? Ce soir-là, Marc ne rentra pas chez lui. Il erra dans les rues, incapable d'accepter ce mystère. Chaque pensée, chaque battement de son cœur criait le nom d'Élise. Quelqu'un avait menti. Quelqu'un avait effacé une vie entière. Et, dans le silence de la nuit, une seule certitude grandissait en lui. Il la retrouverait. Il découvrirait la vérité, quitte à plonger dans les ombres les plus sombres de son passé. La pluie tombait sans relâche sur les vitres de l'hôtel, dessinant des lignes tremblantes, comme les souvenirs flous d'un passé qui refusait de s'éteindre. Marc fixait la lettre posée devant lui. Une lettre qu'il n'avait jamais pensé recevoir. Les mots étaient simples, écrits d'une main féminine. « Je me souviens de toi. Ne viens pas ici. Il nous observe. » Il relut la phrase encore et encore, le cœur battant à tout rompre. C'était la preuve qu'Élise commençait à retrouver la mémoire. Elle luttait contre quelque chose, ou contre quelqu'un. Et maintenant, il savait qu'elle était en danger. Il quitta l'hôtel au petit matin, traversant les rues de Genève, enveloppé d'une brume froide. Son instinct le mena vers la clinique abandonnée, celle dont le docteur Lambert lui avait parlé. Les vitres étaient brisées, la façade recouverte de mousse. À première vue, l'endroit semblait désert, mais en s'approchant, il aperçut de la lumière derrière une porte entr'ouverte. Il entra, prudemment. L'air sentait la poussière et l'humidité. Ses pas résonnaient dans les couloirs vides. Puis, soudain, une voix féminine murmura son nom. Il se retourna brusquement. Et la vit. Élise, les cheveux plus longs, le visage pâle, les yeux emplis de confusion. Elle tenait une lampe de poche tremblante. Quand elle le vit, elle recula, effrayée, comme si elle craignait sa propre mémoire. Marc s'approcha lentement, le souffle coupé. Elle murmura « Je sais qui tu es ». Ces mots suffirent à faire éclater tout ce qu'il avait retenu pendant 3 ans. Il la prit dans ses bras, mais elle tremblait, perdue entre l'amour et la peur. « Ils vont venir », souffla-t-elle, les larmes aux yeux. « Ils savent que tu es là. » Avant qu'il ne puisse répondre, un bruit métallique retentit dans le couloir. Marc la saisit par la main et l'entraîna vers la sortie. Des silhouettes apparurent dans l'ombre, armées, déterminées. Ils coururent à travers les couloirs, cherchant une issue. Le vacarme des pas se rapprochait. Élise se souvenait maintenant. Un homme nommé Delcourt, celui qui s'était fait passer pour son frère, dirigeait une organisation privée spécialisée dans les expériences sur la mémoire. Après l'accident, elle avait été utilisée comme cobaye, dans un programme visant à effacer les traumatismes par la manipulation neuronale. Mais quelque chose avait échappé à leur contrôle. Son cœur. Ils parvinrent à sortir par une porte latérale, courant sous la pluie battante. Marc la serra contre lui, la couvrant de son manteau. Derrière eux, des phares s'allumèrent. Ils n'avaient plus le choix. Il fallait fuir, quitter le pays, disparaître pour de bon. Élise regarda Marc, et dans ses yeux, malgré la peur, brillait à nouveau cette lueur d'autrefois, l'amour qu'aucune machine, aucun mensonge n'avait pu effacer. La nuit s'étendait comme un manteau noir sur les montagnes suisses, et la pluie tombait toujours, incessante, comme si le ciel lui-même voulait effacer leurs traces. Marc conduisait à toute vitesse sur une route sinueuse, les phares perçant à peine le brouillard. À ses côtés, Élise restait silencieuse, les yeux fixés sur l'horizon. Elle se souvenait maintenant de fragments douloureux, la table d'opération, les voix froides, les lumières blanches, et ce visage d'homme, Delcourt, lui promettant qu'elle oublierait la douleur, qu'elle pourrait renaître. Mais ce qu'il avait réellement fait, c'était voler sa vie. Marc la regarda brièvement, serrant le volant. « Je ne te laisserai plus jamais seule. » Ces mots n'étaient pas une promesse,
c'était un serment. Ils atteignirent une cabane isolée, perdue au milieu de la forêt, qu'Antoine, l'ami journaliste, leur avait indiqué comme refuge. Là, Élise tenta de retrouver un peu de paix. Ses souvenirs revenaient par vagues. Elle se rappelait le rire de Marc, leur mariage, leur accident, et ensuite, le vide. « Ils m'ont dit que tu étais mort », murmura-t-elle d'une voix tremblante. Marc sentit une douleur sourde envahir sa poitrine. Il comprenait maintenant. Tout avait été inversé, chaque vérité remplacée par un mensonge soigneusement construit. Pendant qu'il se reposait, Marc contacta Antoine. Sa voix au téléphone était grave. « Marc, écoute-moi, Delcourt n'est pas seulement un médecin, c'est un homme puissant, lié à des investisseurs qui financent ses recherches illégales. Si tu veux sauver Élise, tu dois rendre tout cela public. » Marc savait que cela signifiait risquer leur vie, mais il n'y avait plus de retour possible. Ils devaient affronter la vérité, peu importe le prix. À l'aube, ils prirent la route vers la frontière française. Mais à mi-chemin, une voiture noire surgit derrière eux. Le choc fut violent, projetant leur véhicule contre une barrière. Marc sentit le métal se tordre, le monde basculer. Quand il rouvrit les yeux, la voiture fumait, Élise à moitié inconsciente à ses côtés. Des pas approchaient. La portière fut arrachée et le visage froid de Delcourt apparut. « Tu aurais dû me laisser la paix, Marc, » dit-il calmement. « Elle ne t'appartient plus. Elle est ma création. » Ces mots allumèrent une rage incontrôlable dans le cœur de Marc. Il se jeta sur Delcourt, malgré la douleur, déterminé à le stopper. Le combat fut brutal, désespéré, dans la boue et la pluie. Élise, vacillante, ramassa une barre de fer et frappa Delcourt à la tempe. L'homme tomba inerte, son regard vide fixé vers le ciel. Le silence revint, brisé seulement par les sanglots d'Élise. Marc la prit dans ses bras. « C'est fini !» murmura-t-il, même s'il savait qu'aucune fin n'efface les cicatrices du passé. L'aube se levait sur les montagnes, un voile doré effleurant la brume, encore suspendu au-dessus des pins. Marc et Élise, épuisés, se tenaient enlacés au bord de la route, le vent froid séchant leurs larmes. Le corps de Delcourt gisait à quelques mètres, inerte, symbole d'un cauchemar enfin terminé. Mais la paix qu'ils ressentaient n'était pas totale. Tout ce qu'ils avaient perdu, tout ce qu'on leur avait volé, pesait sur eux comme une ombre. Marc, blessé, respirait difficilement, mais son regard était fixe, décidé. « Nous devons tout raconter, » murmura-t-il. « Le monde doit savoir ce qu'ils t'ont fait. » Élise hocha la tête. Elle ne voulait plus fuir. Elle voulait vivre. Antoine les retrouva quelques heures plus tard, dans un petit hôpital frontalier. Avec son aide, ils remirent les preuves à la presse, dossiers médicaux, vidéos de la clinique, enregistrements de Delcourt. En quelques jours, l'affaire éclata à travers l'Europe. Le scandale prit une ampleur inimaginable. On découvrit que des dizaines de personnes avaient été victimes de ces manipulations de mémoire. Marc et Élise devinrent malgré eux les visages de cette vérité cachée. Mais pour eux, la médiatisation importait peu. Tout ce qu'ils voulaient, c'était se reconstruire. Les semaines passèrent. Élise suivait une thérapie pour retrouver les fragments manquants de sa vie. Parfois, elle se réveillait en sursaut, croyant encore être dans cette clinique glaciale. Alors Marc la prenait dans ses bras et lui rappelait doucement « Tu es libre maintenant ». Dans leur silence se mêlaient la douleur et la tendresse, la peur et la renaissance. Ils s'étaient perdus dans les ténèbres, mais l'amour les avait ramenés à la lumière. Un matin, sur une colline dominant un petit village français, ils se promenèrent, main dans la main. Le vent jouait dans les cheveux d'Élise et le soleil dessinait des reflets dorés sur son visage. Elle s'arrêta, le regard tourné vers l'horizon. « Je ne me souviens pas de tout, » dit-elle doucement, « mais je me souviens de toi, et c'est tout ce qui compte. » Marc sourit, une larme au coin de l'œil. Dans ce moment suspendu, il comprit que la vie ne leur devait plus rien. Elle leur offrait une seconde chance. Ils restèrent là, immobiles, face à un monde redevenu possible. Plus de mensonges, plus de fuites. Seulement deux âmes marquées par la douleur, mais unies par quelque chose d'invincible. L'amour, celui qui survit aux blessures,
aux années, à la mort elle-même. Et quand Élise posa sa tête sur son épaule, Marc ferma les yeux. Enfin, le silence n'était plus celui du deuil, mais celui de la paix. Leur histoire n'était pas une fin, mais un nouveau commencement.